Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonsoir et bonjour partout où vous êtes pour suivre votre émission Profondeur. Nous avons passé presque une heure la fois dernière pour faire un recul historique afin que nous puissions voir comment nous en sortir à l'avenir. Profondeur est de temps en temps une bouteille à la mer. Ce que nous disons pourra intéresser les gens dans 10 ans, dans 20 ans. Au moins, ils pourront dire peut-être, si tout est intelligible, « Ah, ils avaient quand même pensé à ça ». Voilà l'objectif de cette émission. Surtout aussi susciter la discussion entre vous pour approfondir le sujet que nous abordons. On va faire rapidement un recul historique avec vous, Modeste Boligaba, pour voir un peu la différence qu'on peut établir entre la colonisation à la belge, j'allais dire, et la colonisation dans d'autres pays. Oui, je crois que ce n'est pas un détail de relever le fait que la colonisation belge a été infantilisante parce que il ne fallait pas, d'ailleurs c'était le slogan, pas d'élite, pas d'ennui. Donc il faut formater un type d'homme qui va juste être docile, travailleur, obéissant, mais pas du tout apte à la discussion, capable de relever des contradictions. Il fallait un type d'homme juste pour exécuter. Alors que chez les Français, c'était plus sophistiqué parce qu'eux, ils estimaient qu'il y avait des Noirs qui pouvaient s'élever et être comme eux. C'est pour ça qu'ils ont parlé d'assimilation, qui pouvaient donc être assimilés parce qu'ils étaient capables de s'imprégner de toutes les valeurs des civilisations qui étaient celles de la civilisation française. Encore une fois, pour servir leur cause quand même, hein. Toujours, mais de façon plus intelligente. Parce qu'il ne faut pas croire que le fait d'abrutir les gens, d'ailleurs la preuve c'est que même sans avoir formé des gens pour revendiquer, les Congolais ont quand même revendiqué leur indépendance dans l'état où ils étaient. D'accord. Chez les Anglais, oui. Chez les Anglais, c'était aussi un peu autre chose parce que c'était la colonisation indirecte. Oui. Et ils s'appuyaient, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont pu avoir plusieurs colonies, parce qu'ils n'avaient pas besoin de beaucoup de personnel pour aller administrer les colonies. Ils travaillaient avec les chefs locaux et donc c'est comme ça qu'ils ont pu occuper un pays comme l'Inde. Ouais. L'Inde, à elle seule, pouvait absorber toute la main-d'œuvre coloniale que l'Angleterre pouvait produire. Mais comme c'était indirect, ils utilisaient les chefs locaux et ils ont réussi leur colonisation. Oui, Monsieur Manara, vous voulez illustrer ça sur le plan militaire? Tout à fait. Les Belges, on ne sait pas. Les conditions dans lesquelles notre pays est né, doivent nous interpeller. Regardez le cas de l'armée, qui rejoint ce que Modeste vient de dire. Vous savez que l'armée était constituée d'abord au départ, il n'y avait pas de Congolais. Le premier peloton, s'il faut l'appeler comme ça, qui était constitué de 30 personnes. C'est pas un peloton. Un peloton, c'est un peu moins de... Enfin... Voilà. Il y avait ce petit groupe de 30 personnes qui constituait la première ossature de la force publique, qui était constituée en 1884, était composée des tribus ou des personnes venues d'ailleurs. Il y avait 2 cabinets. Il y avait 2 Banyamwezi, tanzaniens. Il y avait un Comorien, les îles Comores. Il y avait 4 Swahili de la Tanzanie. Il y avait 2 Hausa. Il y avait 9 Yoruba du Nigeria. etc., etc. Mais surtout, il y avait un seul ressortissant du Maniema
qui n'était pas recruté au Congo, mais qui était recruté à Zanzibar. On n'avait pas réussi à le vendre comme esclave. Et lui, s'il s'est fait enrôler dans la force publique, c'est pour pouvoir rentrer au Maniema, mais dans de bonnes conditions. Vous voyez, ça rejoint ce que Modeste a dit. Les Belges n'ont pas voulu s'appuyer sur les Congolais pour fonder la première armée d'occupation. Ils ont préféré s'appuyer sur les forces extérieures. Et ça influe jusqu'aujourd'hui sur la marche de ce pays. Et ça a une certaine influence également dans la façon dont ce pays définit ses objectifs. D'accord. Hein, parce que, est-ce que nous n'avons pas été perturbés à la naissance? Quand un enfant a un comportement bizarre, on se pose des questions sur les conditions dans lesquelles il est né. On se pose également des questions sur l'éducation, l'instruction qu'il a reçue. En tout cas, les conditions dans lesquelles nous sommes nés en tant qu'État, avec ces institutions comme l'armée, elles posent beaucoup de questions. D'accord. Alors, avec vous, Monsieur Roger Ganzumba, est-ce que nous devons de manière permanente rappeler ces mauvais souvenirs qui risquent de nous rester comme des stigmates? Est-ce que nous devons nous plaindre de manière permanente ou oublier cette histoire? Il ne faut pas l'oublier quand même, hein? Non, il y a un adage de chez nous ici qui dit que lorsqu'on a une plaie dans la bouche, la langue passe plusieurs fois sur cet endroit. Donc on a tendance à repasser sa langue sur l'endroit où il y a la plaie. Or, d'après les rappels qui viennent d'être faits ici, il y a une cicatrice dans notre existence. Donc notre langue, des gens instruits, des gens qui ont une mémoire, ou du moins qui y recourent, nous ne pouvons pas ne pas ressasser ces événements, parce que pour des gens qui se prétendent évoluer, cela a une importance qui doit, à un moment donné, être fondamentalement corrigée si on veut se donner de lendemain meilleur. Ce passé-là doit être effacé d'une manière positive pour être remplacé par quelque chose que nous voulons et qui soit destiné à nous servir réellement pour le futur. Pour la suite, bon, remplacer, quels moyens utiliser justement pour ce remplacement? La formation, la lecture, l'information, ou formater des types qui correspondent à ce que nous voulons faire de Il y a déjà un certain nombre de comportements qu'on doit se mettre d'accord pour éradiquer ensemble. J'en veux pour preuve que depuis un certain temps dans notre pays, les différents ministres qui viennent au gouvernement ont tendance à minimiser le rôle de l'administration. Ils travaillent essentiellement avec leur cabinet, où il y a des conseillers souvent formés des gens de leur obédience, qu'elle soit clanique, partisane ou autre. Mais en tous les cas, les conseillers des ministres ne font pas obligatoirement preuve de compétence pour être nommés dans les cabinets ministériels. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je serais même radical, hein. Moi je propose qu'on forme maintenant des gouvernements sans cabinet et que les ministres soient obligés de travailler avec leurs administrations, avec les secrétaires généraux et les administrations. Et puis on a commis, je rappelle un détail qui a prévalu ici dans ce pays. À un moment donné, on a commencé à permuter les secrétaires généraux. C'est-à-dire quelqu'un de l'administration du territoire se retrouvait au Transcom, quelqu'un de la santé se retrouvait aux travaux publics. Alors qu'il a fait toute sa carrière. Alors qu'il a fait toute sa carrière dans un domaine précis où il a accumulé et de l'expérience et des compétences qui sont comme ça négligées.
Alors quand vous prenez maintenant tous les ministres, généralement quelconques, je ne veux pas citer des partis, qui bypassent l'administration pour travailler avec des jeunes conseillers, juste des mollus, fraises et mollus des universités qui n'ont pas travaillé nulle part ailleurs et qui viennent prétendre qu'ils connaissent et possèdent la matière au détriment des vieux monsieur qui sont dans l'administration depuis des années. Vous voyez à quoi ça peut nous conduire? Une autre question, petite question. Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par la formation? Dessiner le portrait robot d'abord de ce Congo, comment nous le voulons, et former des gens qui correspondraient à ce portrait robot. Monsieur Manara. Tout à fait. Nous ne cédons pas du tout les premiers. Avant d'en arriver là, je voudrais tout simplement, il faut absolument que ce pays commence à enlever les étiquettes que le pays a posées sur plusieurs choses, plusieurs institutions. L'école, par exemple, nous n'avons pas créé d'école. Nous avons tout simplement posé sur la nouvelle école l'étiquette congolaise. Mais cette école est coloniale. C'est une école néocoloniale. Oh, il faut qu'on me comprenne, je n'ai pas envie d'insulter d'autres institutions. Par exemple, est-ce que vraiment nous avons créé une armée? Est-ce que ce n'est pas l'étiquette, tout simplement, force publique, que nous avons changé en armée nationale congolaise? Mais écoutez, ce pays a des ambitions. L'ambition de ce pays, c'est le développement. Des pays comme la France ne gouvernent pas une commune qui veut, mais il faut sortir par certains moules. Est-ce que nous avons des moules qui sortent des Congolais, qui servent d'outils pour promouvoir ce rêve que nous appelons le développement? Non. On forme des gens comme ça. Et la France a formé des énarques pour gouverner la France. Vous ne sortez pas de la Sorbonne pour être ministre comme ça. Non. Les gens qui gouvernent la France sortent de l'ENA. N'est pas administrateur à l'époque coloniale. Qui voulait? N'était pas administrateur du territoire. Qui voulait? Mais qui, après avoir obtenu une licence de droit ou d'économie, allait passer à Anvers, à l'école coloniale. C'est là qu'il devenait un acteur de développement. Quelle est cette école qui spécialise les Congolais chargés de promouvoir le développement sur les terres? Il n'y en a pas. L'école, l'enseignement est général. C'est un enseignement généraliste qui ne spécialise pas du tout les Congolais. Il faut absolument commencer à repenser la formation en termes de besoins. Mais on forme n'importe qui. On veut que tout le monde ait un diplôme universitaire, alors que tout le monde n'a pas la capacité de subir, de supporter la pression des études universitaires. Mais tout le monde veut avoir un diplôme et on les lui donne. On a tort. D'accord. Oui, je crois que, effectivement, le vrai problème, comme vous l'avez dit, c'est quel type d'homme, de quel type d'homme avons-nous besoin pour construire un Congo qui soit effectivement à l'image du rêve de nos pères déjà, mais aussi de nous-mêmes. La colonisation a formaté un type d'homme, le colonisé. Et cet homme-là, c'est celui qui est toujours là. Parce qu'aujourd'hui, au lieu d'être, bien sûr, il n'y a plus de colonisation visible, mais on est toujours dans la mentalité d'assister éternel, c'est-à-dire incapable de comprendre que non, maintenant, ce Congo ici, avec tout son potentiel, si on s'organise bien, on ne peut pas avoir besoin des petites aides là, des petites... Non, pas possible. Cet homme-là, ce n'est pas seulement l'élite, moi je dirais même c'est l'homme du cru, l'homme de la base. Parce que cet homme-là qui va sécréter ce leadership-là, nouveau. S'il n'y a pas à la base des hommes qui ont compris qu'il faut qu'ils s'approprient leur pays, effectivement, et qu'il faut donc qu'ils s'organisent de façon conséquente en choisissant les hommes et les femmes qui peuvent porter cette ambition, eh bien,
nous allons continuer à nous plaindre. Oui, mais l'école coloniale, à l'école primaire, on apprenait à lire et à écrire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse en plus? Qu'on y apprenne qu'on apprenne dès le bas âge aux jeunes Congolais pays nous appartient. Que nous avons un pays. Et il faut d'ailleurs faciliter la circulation aussi. Parce que pour aimer ce pays, il faut le connaître. Pas seulement à travers les manuels scolaires. Il faut que les enfants, les jeunes à l'université puissent aller à la découverte de leur pays, du Congo profond. Déjà à l'école primaire, donc la formation doit être orientée vers la connaissance profonde du pays qui est le nôtre, et on découvrira à quel point il a un potentiel énorme, mais aussi, il est beau, mais aussi à quel point nous sommes en retard par rapport au reste du monde, et qu'il faut donc une mentalité nouvelle, la mentalité du développement dont on parlait l'autre jour, qui n'est autre chose que cette mentalité pharaonique dont parlait quelqu'un. D'accord. Monsieur Kazumba. Nous avons fait le constat de la malnaissance, d'être pas bien né, d'avoir été mal colonisé, puisque les Belges avaient produit un type de Congolais destiné à remplir les missions qui leur étaient nécessaires. Maintenant, depuis 60, c'est devenu notre pays. Nous le possédons, mais souvent sans le connaître, sans se préparer à le servir. Je me rappelle quand j'étais étudiant, j'avais un professeur d'histoire économique de la Belgique. Pourtant, quand on a fini les humanités, quand on va en sciences économiques, on est supposé connaître la géographie de son pays. Mais non, il fallait qu'il y ait un cours spécifique pour vous apprendre l'histoire économique de la Belgique, pour que vous puissiez, si vous vous destinez à devenir économiste, à savoir quels sont les paramètres de cette économie dont vous voulez devenir spécialiste ou bien un connaisseur. Alors maintenant, on a dit aussi ici, le professeur Manuel l'a rappelé, que ne devenait pas avant la colonisation administrateur à la colonie n'importe quel envoyé de la Belgique qui devait être formé vers cette tâche-là, avec des connaissances précises. Et lorsqu'il terminait à l'école d'administration d'Anvers, il avait encore des feuilles de route. Il trouvait sur sa table, ou bien avant de venir d'abord on lui disait même comment composer sa malle pour aller en Afrique. On devait lui dire quelles chaussures mettre, quel casque mettre, quelle tenue mettre. Tout ça lui était indiqué. Il n'allait pas avec sans orientation précise. Alors si les Belges étaient aussi attentifs à des détails de ce type-là, comment se vêtir, comment parler en public, comment s'adresser aux Congolais. Il s'était dit, c'était enseigné, c'était imposé. Ne vous approchez pas trop du Congolais quand vous lui parlez. Il doit se tenir à une certaine distance quand il s'adresse à vous. Il ne peut pas commencer par vous tendre la main, c'est vous à la limite qui vous lui tendez d'abord. Mais tout ça, c'était codifié. Alors, bon. Alors maintenant, moi j'irais même jusqu'à dire qu'il y a un problème qui se pose dans notre pays. Tous les ans, il y a autant d'universitaires qui sont déversés sur le marché, alors que et leurs formateurs et les gouvernants savent très bien qu'ils ne vont pas avoir des emplois. Donc peut-être la solution serait, pendant une période consensuelle à déterminer, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, qu'on ferme les universités. Et qu'on fasse quoi avec... Attendez. Et que les jeunes gens qui terminent les humanités, qui ont 17, 18 ans, 19 ans, je ne sais pas, 20 ans, pour les plus vieux, qu'ils soient versés, par exemple, dans ce que Mzé a préconisé ici, le service national, avec des tâches précises, pour une durée déterminée, et que les gens là-bas soient cotés en fonction des résultats, et puis qu'on sélectionne les meilleurs, les plus méritants, pour aller dans l'université
dont on va définir les missions. C'est-à-dire qu'on va dire, maintenant, ne peut aller à l'université que quelqu'un qui veut aller dans l'agronomie, en polytechnique, en mécanique, en n'importe quoi, pour qu'il soit directement utile à son pays lorsqu'il a son diplôme de licencié, de gradué, d'abord de licencié, puisque ailleurs on ne commence pas à travailler après le premier cycle. Je crois que ce n'est qu'ici où on a inventé cette histoire-là. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition radicale? C'est une des pistes. L'autre piste serait de, effectivement, parce que ça a été déjà dit, changer de logiciel. Le logiciel qui est dans le cerveau du Congolais aujourd'hui, c'est celui hérité de la colonisation. C'est lui qui n'invente pas, il attend seulement qu'on vienne lui dire ce qu'il a à faire. Il faut que désormais le réflexe, le comportement soit celui de quelqu'un qui a compris qu'il est un acteur, que ce n'est pas seulement celui qui attend qu'on vienne lui dire ce qu'il doit faire. Il est acteur de son propre développement. Et que donc, désormais, il ne faut plus, en quoi que ce soit, être complaisant, surtout dans le choix de ceux qui doivent vous représenter à différents niveaux. Et ce changement de comportement est possible si effectivement on organise autrement. Le Congolais, le Congo lui-même, faire en sorte que la responsabilité du vote, par exemple, on joue avec le vote dans ce pays. Le vote, c'est la chose la plus importante. Le vote local, pourquoi on ne l'a pas fait depuis qu'on a parlé de démocratisation ici? On devrait commencer par là. Parce que lorsque on aurait dû commencer par là. On aurait dû commencer par là. Parce que lorsque nous plaignons qu'il y a des immondices, mais ça c'est le travail du pouvoir local. Lorsqu'on sait qu'on doit rendre compte au quotidien à ses élus, on ne rigole pas avec ces choses-là. Aujourd'hui, on se plaint que les gens viennent enlever les choses dans les caniveaux et puis le lendemain ça retombe dedans. Mais c'est le chef de quartier qui est censé veiller sur ces choses-là pour qu'on évacue les saletés une fois qu'elles sont sorties des caniveaux. Quand ce n'est pas fait, c'est la sanction qui devrait tomber. La sanction tombe. Mais aujourd'hui, on a en fait dénaturé. On a même vidé de son contenu le vote. Parce que maintenant tout le monde devait voter le président de la République sans savoir quel est le rôle du président de la République. Le travail du président de la République, lorsque vous n'êtes pas capable de le représenter, de vous représenter ce qu'il a comme travail, je me demande sur quelle base vous allez choisir le meilleur candidat parmi ceux qui se bousculent. Donc toutes ces choses-là, il faut qu'on les revisite pour imaginer des formules plus exigeantes. Oui, et c'est par l'école. Je voudrais qu'après ce tour de table, qu'on revienne à l'école. Oui, M. Menara. Non, il faut tout repenser. C'est, appelez ça comme vous voulez, la révolution. Il faut créer une vraie armée, une vraie police, une vraie école. Nous devons créer. La création, c'est un effort. Et de ce côté-là, l'effort, nous avons peur. C'est pour ça que nous nous contentons des vestiges du colonisateur. Ce que nous utilisons, ce n'est pas nous qui avons créé ça. L'école qui est là, nous l'avons héritée, mais elle n'est pas à nous. C'est pour ça qu'elle ne nous est pas utile. Parce qu'elle ne sert pas aujourd'hui aux objectifs que nous nous assignons. Nous devons refonder l'école. Regardez. Pour savoir si l'école est défectueuse ou pas, regardez le schème de comportement. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Regardez certains Congolais, qui ont utilisé les produits pour éclaircir la peau. Moi, quand je vois un visage tourmenté comme ça, je me dis, mais comment en est-il arrivé là? Certainement, ses compatriotes, un jour, s'est aperçu qu'il était noir. Et il en a eu peur. Et il s'est dit, il faut absolument que je fasse quelque chose pour devenir plus blanc, pour cesser d'être noir, autrement dit pour cesser d'être congolais.
Et il a utilisé ces produits qu'on appelle des produits de beauté, mais qui sont des produits corrosifs. Le résultat, vous le savez, visage gris. J'ai fait le tour du monde. Hein. Moi, j'étais aux États-Unis, j'étais en Asie. Je n'ai jamais vu un peuple avec un visage aussi tourmenté que le visage du Congolais. Ça dit tout. Regardez dans la conversation. Le modèle n'est pas Bumba hein, ou Walikale, non. C'est Washington, tel le japonais, tel le Khashoggi. C'est-à-dire que tout ce que nous sommes. C'est le produit de l'extérieur. Oui, nous vient de l'extérieur. Vous ne verrez. Mais regardez les cheveux de nos femmes qui vont donner du fil à retordre aux chercheurs dans 2000 ans. Ils vont fouiller les tombes. Ils vont tomber sur ces cheveux-là. Ils vont dire nos ancêtres, en 2016, avaient de longs cheveux. Il y en a qui vont se tromper. Non, nous essayons de nous doter de personnalités, de créer des personnalités à partir des artifices extérieurs. Quand nous ne nous aimons pas parce que nous sommes noirs, comment voulez-vous que nous ayons confiance en nous? Bon, commençons à nous aimer et vous avez parlé de ça, c'est le rôle de l'école. L'école française est faite d'abord pour que les Français s'aiment. Et ils aiment la France. Alors que nous sortons d'une école où nous n'avons pas du tout appris à nous aimer et encore moins à faire confiance au pays. Regardez bien, je vous dis, le Congolais se confie beaucoup plus à un étranger, ceux qui vivent avec nous, qu'à un autre Congolais. Il n'a pas confiance en lui. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse confiance à un autre Congolais? Mes chers amis, c'est l'histoire, c'est le problème de l'école. Oui, mais comment créer cette école Gazumba, je félicite votre courage. Vous dites fermer l'université. Non, mais alors comment hein, c'est difficile. Mais attends, avant faire un trait sur le passé. Avant d'en arriver à la fermeture éventuelle de l'université, parce que je ne crois pas que les gens vont facilement adhérer à cette idée, il y a un autre système qui est né avec, soi-disant, la démocratisation, c'est-à-dire c'est la flopée des partis politiques qui existent. Moi, je dirais même qu'au ministère de l'Intérieur, avant d'agréer un parti politique, on devait comparer son projet de société au projet de société déjà dans les tiroirs des autres partis pour dire si quelqu'un présente un projet de société similaire à un parti qui existe déjà, de lui dire écoutez, allez vous mettre d'accord avec ce monsieur-là puisque vous pensez comme lui ou cette dame-là pour que vous vous mettiez ensemble. Pourquoi est-ce qu'on doit agréer des partis? Oui, mais tous les deux voudront devenir président fondateur. C'est ça le piège. Mais justement, mais ça nous amène où? C'est-à-dire des partis sans représentation, sans représentativité, sans membres, c'est-à-dire qu'un petit noyau, là, le papa, la maman, à la limite, le beau-frère ou le neveu, ou des histoires comme ça. C'est ça qui nous aide à tourner en rond. Et plus loin, le corollaire de ceci, c'est quoi? C'est que la gouvernance, elle résulte de quoi? Regardez l'exemple qui s'est passé dernièrement en Belgique. Ils sont restés, après les élections, plus de 3 ans sans gouvernement. Quel était le problème? C'est que les partis, la multitude de partis politiques qui voulaient constituer une majorité pour gouverner leur pays, parce que là-bas c'est le régime parlementaire, c'est qu'ils devaient se mettre d'accord sur les dénominateurs communs de tous leurs projets de société pour avoir un projet de gouvernement, un projet commun de gouvernement. C'est-à-dire que nous allons aller au gouvernement, voici ce que nous allons aller y faire. Et c'est connu, c'est ça qui amène la déclaration de politique générale du Premier ministre. Elle n'est pas faite par des conseillers, par des amis du Premier ministre le soir à l'écart, loin de... Non, non, non. Ça doit résulter, procéder de projets de société de son parti et ensuite des partis qui forment la coalition avec lui. Bon, ça c'était un mauvais exemple parce que ça fait 3 ans, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Mais justement, si on ne se met pas d'accord, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, c'est-à-dire de tourner en rond. C'est ce que nous faisons depuis un certain temps. Oui, je crois que nous avons tort d'avoir peur des mots. Nous avons tous dit ici que ce qu'il faut, c'est une révolution. Mais quelle révolution? Parce que là aussi,
il y a à boire et à manger. La révolution dont nous avons besoin, c'est ce que le professeur Malou a appelé la révolution de l'intelligence. C'est-à-dire, effectivement, faire en sorte que l'intelligence soit la valeur suprême, soit vénérée, soit effectivement disons le critère par lequel on accède à telle ou telle responsabilité, parce qu'on sait que la personne va avoir la capacité requise pour faire ce qu'il a à faire. Aussi longtemps que nous allons continuer à croire, comme l'a rappelé Roger Gazumba, que la politique, c'est pour avoir accès au poste, donc à la mangeoire, etc., et non aller servir, aller mettre en œuvre un projet, une vision qu'on a du Congo, et donc qu'on va continuer à encourager la création des partis politiques sans contenu, eh bien, on aura continué à éviter cette révolution-là. La révolution nous commande de dire stop, ces jeux-là, il faut l'arrêter, parce qu'il nous conduit dans l'impasse, nous y sommes déjà. Il faut désormais considérer que on ne peut pas entrer en politique si on n'a pas effectivement l'ambition de servir. Et il faut donc mettre en place des critères tellement rigoureux que seuls ceux qui ont effectivement cette ambition-là de servir soient détectés par le souverain primaire. Et donc, mettre en capacité le souverain primaire de détecter ceux et celles qui ont effectivement l'ambition de servir leur pays. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, vous avez parlé de révolution, mais parlons, ce qui peut nous mener loin, c'est l'école. Comment révolutionner cette école? Je reviens encore à cela. Tout le monde dit, il faut qu'on soit ceci, mais c'est l'école qui doit façonner ça. Ce n'est pas l'Institut Makanda Kabobi ou l'Institut ceci, c'est véritablement l'école. Mais comment? Et justement, là, vous voyez que nous risquons de nous mordre la queue tout le temps. Parce qu'il faut d'abord cette révolution pour qu'il y ait révolution dans l'école. Si la révolution dans l'organisation n'est pas encore faite pour qu'il y ait une école qui soit effectivement celle-là que nous voulons, on ne l'aura jamais. On va continuer à dire il faut l'école, mais qui va justement imposer cette nouvelle école? Les intelligences, oui. Voilà. Pas seulement révolutionner l'école, parce que si vous révolutionnez seulement l'école, elle risque d'être étrangère à la culture dans laquelle elle fonctionne. C'est tout. C'est qu'il faut, il faut tout révolutionner, y compris... ça se fait à table rase. Ah ben, nous devons absolument faire ce travail-là. Nous devons, par exemple, promouvoir la culture de l'élite. Moi, je suis convaincu que nous ne sommes pas tous égaux. Il y a des gens qui comprennent les mathématiques et il y a d'autres qui ne comprennent pas les mathématiques. Ce pays, par exemple, n'ira nulle part s'il n'a pas d'ingénieur. Ça, c'est ma conscience. Quand je survole mon pays, je vois ces bois, je vois ces espaces immenses, ces eaux. Je me dis, pour transformer ces potentialités en vraie richesse, il faut des gens qui voient plus que nous. Ce sont des ingénieurs. Pour ça, il y a des écoles. Et il ne suffit pas. Et cette école-là, pour appréhender, pour accéder à ces connaissances qui permettent à un homme de se surpasser, écoutez, il faut transformer la culture aussi. La culture. Une culture qui idéalise l'élite, qui prône le mérite. Pas les petits passe-passe. On fait passer quelqu'un parce que c'est son cousin ou son beau-frère. Ou on enlève le chapeau devant l'intelligence. Mais pas une culture qui célèbre, qui salue la bêtise. Ce qui est le cas jusque-là. Non, nous devons absolument tout révolutionner, mais c'est facile à dire. Mais nous n'irons nulle part si nous ne transformons pas la société. Une société où les individus s'aiment, a confiance en lui. Un homme qui n'a pas confiance en lui ne peut pas créer. Je vous donne un exemple. J'étais quelque part dans un restaurant et il y avait un Congolais qui était avec 2 Européens. Et il a donné une réflexion.
qui était juste, qui était appuyé par un chiffre. Il a été contesté par l'un des Blancs. Et tout de suite, il est revenu. Il a donné raison aux Blancs. J'ai terminé, j'ai absorbé mon café et je suis parti. Mon Dieu, je me suis dit, mais pourquoi il a changé? C'est lui qui a raison. Pas les deux. Les deux ne connaissent pas la réalité, mais c'est lui qui la connaît. Mon Dieu, comment lui venir en aide? Tout ça, c'est pourquoi? Parce que cet homme n'a pas confiance en lui. Manara, excusez-moi. Oui, conclusion. Oui, moi, la confiance que j'ai en moi me pousse à croire que 2 plus 2 font 4. Que vous soyez jaune ou blanc, si vous voulez me faire changer d'opinion, je refuserai. Kibambi, ce pays, nous devons le posséder. Mais dans un secteur économique important, qui est la moyenne classe, la classe moyenne, on devrait faire l'inventaire qui opère dans la classe moyenne, à travers tout le pays, pour que les gens parce que c'est la classe moyenne, à défaut des grands ensembles qui ne nous appartiennent plus, il n'y a plus l'union minière, elle est tombée, l'Amiba, n'en parlons pas, etc., etc. Mais il faut voir les petites start-up, comme on les appelle maintenant, c'est-à-dire les petites entreprises imaginatives qui amènent une innovation qui doit être encouragée. Regardez, on s'est retrouvé à Lubumbashi dernièrement, où j'ai vu, quand nous étions allés à Kamalondo, qu'il y avait là-bas une entreprise dont je vais citer le nom, Nguasuma, et qui se retrouve aussi à Kinshasa. Je pense que le gouvernement devrait épingler ces jeunes promoteurs d'entreprises qui viennent avec des idées pour les aider à généraliser ce concept à travers tout le pays. Regardez, il y a des griffes ici, les Libanais Eric Kezer. C'est un concept qui n'est pas du Congo, il est à Paris, il est à Beyrouth, il est à Dubaï, il est partout. Mais puisque c'est un bon concept, lui, il a amené ce concept au Congo avec les moyens venus du Liban. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement, puisqu'on cherche à créer des emplois, etc., on ne passe pas par des start-up comme ça pour les encourager, les aider à amener des innovations qui appartiennent aux Congolais, qui soient l'apanage des Congolais. Oui. Bon, d'accord avec vous en partie. Les bars, les multiplier, bon, c'est pas mauvais. Mais attendez, ça absorbe le... Non. Ce n'est pas comme... Le concept là n'est pas que bar. Nguasuma. Mais c'est une espèce de chaîne de restaurants. Ils vendent de la viande... Ah oui, j'ai vu la viande. Oui. Non. Ce n'est pas que... Tout à fait, j'ai vu qu'on vend de la viande. Et puis c'est une idée. Alors... si vous prenez le contre-pied de ce que j'ai dit, Kibambi, alors est-ce que le centre-ville ici, vous avez vous-même été opérateur dans le centre-ville, est-ce que c'est normal que dans un pays indépendant depuis 56 ans, le centre-ville, tous les petits commerces appartiennent aux étrangers? Non. Ah ouais, non, écoutez. J'en ai souffert personnellement. Oui. Monsieur Modeste Boligaba. Oui, la révolution dont nous parlons, c'est celle qui nous amène... Il ne faut pas effrayer les gens, ce n'est pas la révolution. À nous approprier... Oui. Dans notre esprit, à nous approprier ce pays. C'est depuis 60 qu'on a parlé de l'autoprise en charge, mais elle n'est pas effective. Vous est venu... Oui, il est venu et il a voulu mettre vraiment toute son énergie là-dessus, mais il est parti. Ce n'est pas réalisé. Il faut se donner les moyens de réaliser cette autoprise en charge. C'est à partir de là que nous allons comprendre que comme on dirige une entreprise, on ne peut avoir que les meilleurs pour diriger à tous les niveaux. Lorsqu'on se sera approprié ce pays, on ne pourra plus tolérer une seconde que quelqu'un arrive et commence à dire des choses tout à fait décousues qui n'ont rien à voir avec l'ambition du Congo, mais il est remercié tout de suite. Et d'ailleurs, à ce moment-là, les gens auront tellement peur d'avoir à rendre compte justement qu'ils vont changer de métier. Faites-moi confiance, 99% de ceux qui se battent aujourd'hui pour aller là-bas
vont chercher à faire autre chose. Parce qu'ils se diront, non, avec des citoyens comme ça, ce n'est plus, c'est plus pour moi ça. Donnons-nous les moyens de faire cela. Et le Congo va être transformé en très peu de temps. Nous n'aurons pas là où mettre l'argent qui va venir de tous côtés pour venir nous aider à mettre en valeur ce pays. Je vous donne un exemple. Je lisais l'histoire des grandes écoles en France, par exemple. Ça me fascine. L'école polytechnique, l'école centrale, le corps des arts et métiers, pont et chaussée, école supérieure d'électricité, où sortent ceux qui fabriquent, ah oui, la bombe atomique française, tout ça. Donc c'est une phrase pendant la Révolution, ou immédiatement après la Révolution. Un monsieur s'exclame au Parlement, à l'Assemblée nationale, il dit « La France a besoin d'ingénieurs ». Et à partir de ces jours-là, il a été prise toute une série de décisions, notamment la création des grandes écoles dont je vous parle, pour former ces ingénieurs. Et la France sait combien d'ingénieurs il forme. Ce pays est une terre humaine, le Congo. Nous avons, nous, des gens aussi doués que sont les Français. Vous vous souvenez, je ne sais pas en quelle année là, un jeune garçon de 16 ans fabrique un moteur turbo, c'est Poivre d'Arvor qui dit, voilà, un jeune Zaïrois a fabriqué un moteur turbo et un hélicoptère. Tenez-vous bien, l'hélicoptère vole. Et on allume le moteur et le moteur s'allume. Et l'hélicoptère quitte le sol et vole. Un Congolais. Et on a perdu les traces de ces Congolais. Et ici, à tous les carrefours, la circulation est réglée par des robots, semble-t-il mis au point. Pas semble-t-il, mis au point par des ingénieurs femmes. Un pays comme le nôtre, hein, qui a une vocation, parce que nous sommes en train de faire rater à ces pays sa vocation des puissances scientifiques et technologiques, des puissances économiques. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous organiser, créer une école qui fasse émerger ces gens qui sont forts en mathématiques, en physique, en chimie, un réseau d'enseignement qui forme pour former les ingénieurs dont le Congo a besoin. Et puis, il faut tout réformer. Un ingénieur ne sera jamais fécond au Congo tant que le tissu culturel congolais continue à rester tel qu'il est. C'est comme une bonne graine ne peut pas du tout... Oui, le même ingénieur va au Japon, il va briller là-bas, il reste au Congo, il ne produira rien. Rendons le tissu culturel congolais fécond. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est vrai que ce Congo, de par sa situation géographique, a une vocation, celle de développer l'ensemble de l'Afrique, c'est-à-dire de servir au développement de l'ensemble de l'Afrique. C'est Cheikh Anta Diop qui le disait à mon micro lors de son passage ici à Kinshasa. Mettons-nous en tête qu'il faut vraiment que nous essayons de réfléchir pour donner au Congo une école qui pourra faire en sorte que demain, des ingénieurs, pas qu'on présenterait aux autorités des ingénieurs qui se distingueront par eux-mêmes et par leur distinction, ils seront connus. Parce que généralement, quand on est faible, on ne veut pas présenter tel brillant garçon auprès des autorités pour qu'elles l'encadrent, parce qu'il prendra votre place, alors que vous ne valez rien, vous avez la tête vide. C'est la jalousie, c'est souvent des sentiments très bas qui font en sorte que nous étouffons ces grandes valeurs qui peuvent faire de ce Congo un pays dans lequel il fera bon vivre et qui viendra, n'est-ce pas, qui sera visité par beaucoup de gens. Merci d'avoir suivi ce numéro. Approfondissez le sujet parce qu'il vous concerne et nous concerne tous. Une bonne école qui fera des savants qui construiront les ponts, des ponts qui seront éternels comme ailleurs. Merci d'avoir suivi ce numéro. À la semaine prochaine.